Alors voici arrivé le moment de cette dernière table ronde de ce Cobatimed. Nous allons réfléchir sur les réseaux. Comment peut-on mieux travailler ensemble d'un pays à l'autre? Ça a été évoqué à plusieurs reprises tout au long de ces 2 journées. La nécessité des interactions, la nécessité des échanges, d'expériences, d'expertise, de questionnement aussi entre les différentes rives de la Méditerranée. Comment devenir passeur d'idées? Quel rôle dans ce cadre-là peut jouer un réseau comme le Cobatimed? Comment optimiser aussi la chaîne de valeur? Je vous propose pour ça d'accueillir nos 3 invités. À l'issue de leurs échanges, comme hier, nous nous placerons devant avec mes invités de la première table ronde et vous pourrez bien sûr poser vos questions pour les sujets qui n'auront pas encore été évoqués ou pour lesquels vous n'aurez pas eu suffisamment d'explications. Alors, les 3 invités qui sont avec moi pour parler de cette nécessité de développer les réseaux, je vous présente Luis Miranda. Bonjour monsieur, vous êtes manager pour le développement corporatif et institutionnel dans une association qui s'appelle l'ASCAM. L'ASCAM est l'association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée. Edgardo Campane, vous êtes le président du district 11 du Cobati, qui regroupe 4 pays, vous allez nous en parler. Vous êtes aussi ingénieur en environnement et hydraulique et vous allez donc nous faire part de votre expérience sur ce Cobati Italie. Et puis Nassib Nasr, vous êtes président du Cobati Liban, district 8, qui réunit Paris-Beyrouth, c'est bien ça. Et vous êtes par ailleurs membre de la Chambre de commerce franco-libanaise. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Je vais, pour commencer... Merci. Demander à Luis Miranda de l'ASCAM de nous présenter déjà cette association des chambres de commerce et de l'industrie de Méditerranée et cette partie manager pour le développement corporatif et institutionnel, puisque donc vous êtes sur les rives de la Méditerranée. Merci Virginie. Ce titre est nouveau, c'est un nouveau poste en ASCAM. D'abord, je vais vous remercier pour l'invitation. Mon chef, M. Sibaoui, qui est d'origine libanaise, malheureusement était en Égypte. Il a beau prendre l'avion pour être aujourd'hui ici, alors je m'excuse dans son nom. Mais donc, il m'a dit de venir. Je suis très enchanté d'être ici avec vous ce matin. Et vous êtes de Barcelone? Moi, je suis originaire de Barcelone. Vous n'êtes pas venu de très loin. Allez. Bon. Alors, l'ASCAM. L'ASCAM. L'ASCAM, c'est une association de chambres de commerce et d'industrie dans laquelle il y a plus de 23 pays. Nous sommes dans plus de 250 villes dans toute la Méditerranée, du nord et du sud. Ça, c'est important de le dire. Nous sommes dans le nord et le sud de la Méditerranée. Il y a donc plus de 5 millions de petites et moyennes entreprises et d'entreprises dans l'ASCAM. C'est un nombre très large qui fait référence à cette puissance très forte des moyennes et petites entreprises dans tous les bassins méditerranéens. Comme je viens de le dire, mon chef, le coordinateur général de l'ASCAM est libanais, mon président est l'Égyptien. L'ancien président, il était libanais. Vous voyez, le sud et le nord, le secrétaire général siège à Barcelone. Pourquoi? Parce que dans une assemblée générale de l'ASCAM, c'est la Chambre de commerce de Barcelone, un membre qui a gagné le secrétaire général. Alors, donc, les institutions dans l'ASCAM, les membres ont différentes fonctions, ils partagent les commissions. Les structures marchent de la suivante manière. Il y a une assemblée générale dans laquelle participent tous les membres de l'ASCAM, toutes les chambres de commerce et aussi de membres associés. Et on essaie de y faire parvenir aussi des partenaires. C'est une nouvelle catégorie de membres. Ensuite, il y a le comité exécutif, qui est formé par une vingtaine de chambres de commerce. Les bureaux, qui est donc une structure plus petite, plus opérationnelle, des membres des comités exécutifs. Et après, il y a les commissions de travail. Il y a une vingtaine de commissions de travail. Et notamment, ce qui fait référence aux Cobati, il y en a 4 ou 5 qui sont très très proches à votre sujet de travail. Donc la commission, par exemple, des énergies renouvelables, la commission des énergies traditionnelles, la commission du tourisme, il y a une commission pour le développement urbain, commission, par exemple, pour la coopération et faire des partenariats. Donc ce sont des commissions intéressantes pour vous. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de l'ASCAM entre ces différents pays? Donc, bon, nous ne sommes pas une association qui travaille pays-pays.
nous travaillons avec des chambres de commerce avec les secteurs privés. Nous sommes représentants du secteur privé. C'est-à-dire l'ASCAME, l'idée principale, c'est le secteur privé du Nord et du Sud. Les chambres de commerce, bon, il y en a en France, en Italie, dans tous les pays. Tout le monde connaît qu'est-ce que c'est une chambre de commerce. C'est une institution couramment de droit public et droit privé qui travaille avec du secteur privé, mais qui participe dans plusieurs réseaux, dans projets européens et qui essaie toujours d'attirer des avantages pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui sont à l'intérieur. Alors, donc, nous travaillons dans l'ASCAM avec tous les pays, toutes les chambres de commerce des différents pays qui sont à l'intérieur. Et chaque les chambres de commerce qui ont l'envie de travailler dans une commission, leader une commission, et ils essaient de pousser donc, ce sujet de commission pour attirer des avantages pour les membres. Et du secrétariat général qui siège à Barcelone, nous essayons d'attirer des avantages pour les membres de l'ASCAM, pour les chambres de commerce et aussi pour les petites et moyennes entreprises. Alors, s'il y a un projet européen qui est intéressant pour les entreprises méditerranéennes, nous essayons d'y participer. S'il y a par exemple une initiative avec un partenaire, une autre organisation internationale qui peut être intéressante pour nous, nous essayons de faire un memorandum of understanding avec cette institution, d'essayer d'avoir un rapport, de participer et toujours de lutter, travailler pour le secteur privé de toute la Méditerranée. Évidemment, ça veut dire qu'on travaille et plus tard on partage les bonnes pratiques. C'est toujours très important, faire circuler les connaissances, partager les connaissances et présenter à tous les membres les bonnes pratiques afin que ces chambres de commerce qui ne participent directement puissent en tirer avantage. Merci pour cette présentation. Nassim Nasr, vous êtes président, je l'ai dit, du Kobati Liban. Présentez-nous votre structure. Voilà, déjà, je crois que le Liban est bien évoqué ce matin. Donc, je fais connaissance aussi de Libanais, M. Kerbaj qui était là ce matin. Voilà, justement, Kobati, donc c'est la Kobati diversité, puisque on est de partout. Kobati Liban a maintenant 23 ans d'âge. Petite association comme le Petit Pays, donc, mais très présente, comme aussi sur beaucoup d'informations. Et on est une trentaine de membres qui sont très actifs, de ces personnes qui sont justement formées et qui veulent faire quelque chose et changer les choses dans un pays assez où il y a beaucoup de tensions, disons, et une très grande pression. Mais de toute façon, je crois que le réseau Kobati, on va en parler peut-être dans le deuxième cycle de discussion, le Kobati est une plateforme qui va aider effectivement à évoquer tous ces sujets et justement à être présent dans tout ceci. Aussi institutionnellement, on fait partie de plusieurs chambres de commerce, la chambre de commerce franco-libanaise pour commencer, mais aussi celle de la Méditerranée où nous sommes assez actifs sur le Liban, mais aussi un peu plus régionalement sur la zone Moyen-Orient en général, où les pays où on peut vraiment circuler et être présent d'une façon ou d'une autre, que ce soit techniquement, professionnellement, ou vis-à-vis de sujets qui ne sont pas traités uniquement localement, mais d'une façon générale. C'est sûr, aussi comme on avait évoqué ce matin, la Méditerranée est un grand lac, puisque ça a été dit comme ça, avec deux portes, une artificielle, une autre qui ne l'est pas. Et donc, on est un petit peu obligatoirement... je dirais pas contraint, mais plutôt intéressé de travailler ensemble. Il y a un grand échange, comme un petit peu ce qui se passe sur toute la planète, puisqu'on est dans une grande phase de mondialisation, de globalisation. Et je crois que le Kobati participe beaucoup là-dessus. Et c'est pas simple, mais on y est. D'un autre côté, Kobati Liban sur place participe à plusieurs sujets, on va les évoquer après, sur des actions locales sur le pays. Voilà, allez-y, donnez-nous quelques exemples maintenant de ce que vous faites justement. Voilà, je commencerai par, j'ai pris au hasard 2 exemples, mais il y en a une vingtaine, puisque ça fait 20 ans qu'on existe, il y a une action par an, c'est un petit peu le rythme. Je prendrai l'exemple de l'observatoire avec l'Académie libanaise des beaux-arts, qui s'appelle l'Observatoire Majal, que plusieurs kobatistes connaissent.
après la guerre de 2006, puisque les cobatistes, un petit peu disons, avec l'enthousiasme de faire quelque chose après la guerre, on a décidé de créer un observatoire de l'urbanisme avec l'Académie libanaise des beaux-arts. Et un de nos cobatistes qui était très présent comme enseignant à cette académie-là est venu voir le Kobati en général, bon, Kobati Liban, mais le Kobati en général, où on a créé l'Observatoire de la construction et de l'urbanisme. Au début, ça s'appelait l'Observatoire de la reconstruction, c'était après la guerre. Puis après, on a normalisé un petit peu, c'est la construction et l'urbanisme, où on a fait beaucoup d'actions techniques sur place. Et c'est là où, par exemple, le Kobati, je parle du fédéral, a participé avec une expertise et aussi un apport financier des fois, avec des cobatistes libanais, où on a fait plusieurs actions et techniques, mais on a rédigé, par exemple, beaucoup de publications, mais dont une qui est très symbolique, c'est les règles de l'urbanisme de la ville de Beyrouth. C'est énorme comme document, et c'est énorme comme action. C'est à l'échelle d'un pays, de la capitale, où on a participé sur des choses avec une expertise française, où on a eu trois experts qui ont intervenu, cobatistes toujours, sur des actions très ponctuelles, très pratiques, qui ont abouti à une publication qui est maintenant dans les tiroirs de l'administration. Parce que ça n'existait pas. Ça existait, mais il y avait une grande modification, une grande réforme à faire, puisque ça date des années 60. Donc il y a eu tout ce qu'il y a eu, après. Ça, c'est un exemple fort de ce qui s'est passé. Bon, plusieurs cobatistes français, on en a eu l'occasion d'en parler à plusieurs assemblées générales, plusieurs congrès, mais c'est quelque chose de très important. Je prendrai un autre exemple. Un autre exemple aussi pratique pour en parler, l'Union méditerranéenne des architectes, où une fois dans un congrès comme ça par hasard à table, un des cobatistes français a été élu président de l'UMAR, donc de l'Union méditerranéenne des architectes, et où quand il a pris ses fonctions, il a remarqué que le Liban n'était pas membre de cette association, où cette association est assez active, disons, qui fait partie de l'Union internationale des architectes, et où le Kobati Liban, finalement, a amené avec ce président cobatiste l'idée alors des ingénieurs et des architectes au Liban, et on a fait toutes les démarches administratives et autres pour que le Liban puisse adhérer. Après cette adhésion, 2 ans après, le Liban a pris en charge le secrétariat général de cette association, qui lui a permis aussi de reprendre le secrétariat général de l'Union internationale des architectes. Aussi, c'est très important dans le monde technique des choses, où les architectes libanais ont été, ça leur a permis un petit peu, ça a été un vecteur pour qu'ils puissent assister à des manifestations internationales ou méditerranéennes qui ont une envergure qui intéressait le pays, et c'est très important pour ce qu'on peut un petit peu donner et sortir un petit peu de ces 10 452 km² sur les 2 500 000 de km² de la zone Méditerranée. Alors, on va revenir après sur les différentes actions. Edgardo Campane, même question. Présentez-nous votre district 11 du Kobati. C'est bon, ça marche. Ça marche. Bonjour à tous. Pour lequel vous êtes sur plusieurs pays. Oui, alors premièrement, je remercie l'occasion d'être ici à Barcelone. C'est-à-dire, je remercie Nicole Bigas comme commissaire et Maïté Palomino comme présidente de Barcelone, parce que c'était une bonne occasion de se retrouver. Et ce n'est pas évident de rassembler le monde cobatiste dans des lieux un peu plus loin que d'habitude. On a vu une bonne participation, je suis très content de ça. Et je suis honoré d'être ici et pouvoir dire aussi une parole en tant que président du district 11, mais aussi comme représentant de l'Italie, qui est une des dernières nées, comme l'Espagne, dans le groupe cobatiste. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le district 11 représente 4 pays, et surtout 3 pays qui sont autour du Mont Blanc, c'est-à-dire on passe un peu dans les régions alpines, c'est-à-dire autour du Mont Blanc, c'est la Suisse, l'Haute-Savoie et l'Italie avec Ost. Et puis il y a la Bulgarie, un peu lointaine, mais très, très intéressante pour les échanges. Quoi dire, c'est une réalité où on a fait un congrès, vous savez, à Genève et en octobre, qui a démontré qu'on peut travailler ensemble
très bien avec des pays différents, d'une part. De l'autre part, on a beaucoup à faire, c'est-à-dire on part beaucoup de théorie, mais quand on passe dans la pratique, il y a des choses qu'on doit résoudre, mais ce n'est pas Kobati qui peut faire ça, mais Kobati peut commencer à faire, commencer à agir. Seul, on ne va nulle part, comme on dit, on doit faire des équipes. Et Kobati a démontré dans le temps, et je pense aussi aujourd'hui, de faire en sorte de se retrouver et de parler des problèmes. On ne résoudra pas, mais on peut donner des idées, on peut soulever les questions, faire des articles, donner des opinions sur la presse. Et ça, c'est pour moi Kobati. Et je pense que, en sorte que dans le Kobati, vu qu'on s'inscrit personnellement, c'est surtout l'homme qui fait la différence. C'est l'homme avec ses problèmes personnels, ses problèmes d'entreprise, de gestion des autres associations. Et ça, c'est un bassin très intéressant pour faire des choses. Alors, Luis Miranda, comment l'ASCAM se rapproche des problématiques justement du Kobatimed sur les thèmes de l'habitat, de la population, du tourisme ou de l'économie? Bon, comme je l'ai dit auparavant, il y a des commissions de travail qui travaillent des sujets comme l'énergie renouvelable, l'énergie traditionnelle, le tourisme, donc les partenariats. Mais vous êtes une association de professionnels. Nous, comme institution, comme association de chambres de commerce, avons la possibilité de travailler avec des grandes institutions comme l'Union européenne, avec d'autres partenaires d'autres organisations internationales, par exemple comme l'Union pour la Méditerranée, qui est une organisation plutôt politique. Nous avons la possibilité de travailler avec des partenaires du secteur privé, mais aussi nous faisons des événements tels que l'ASCAM. Par exemple, chaque 2 ans, nous faisons Meditour. Meditour, c'est une foire de tourisme dans laquelle il y a un forum où nous touchons les sujets plus importants du secteur touristique. Pas seulement des hôtels, mais aussi toutes les choses que vous avez parlé ce matin. L'influence de la démographie, comment affecte par exemple les développements dans la Méditerranée ou développements urbains, la question des nouvelles énergies reliées au développement du tourisme, tous ces types de sujets. Là, dans les Meditour, qui chaque 2 ans se fait dans un pays différent, les pays qui organisent les Meditour posent sur la table les principaux problèmes dans ces pays-là. Par exemple, cette année, au mois de décembre, cette foire de tourisme va se faire en Alexandrie, en Égypte. C'est là que les Égyptiens, nos membres de l'ASCAME de la Chambre de commerce d'Alexandrie, vont mettre sur la table les questions les plus importantes pour eux, dans le sens du tourisme, l'impact du tourisme à l'Égypte, ce qui suppose cette affluence massive des touristes en Égypte, bon, quand la situation politique est bonne, et évidemment parler de la situation dans toute la Méditerranée. Alors c'est un sujet qui est important pour vous, donc qui est là. À Barcelone, le mois prochain, nous allons organiser les MEDA Logistics Forum. Il y a beaucoup des affaires et des questions de la logistique qui touchent indirectement tous ces sujets des énergies renouvelables et surtout l'impact du poids des ports, des sondes-franches, des bateaux sur la logistique en soi, sur les moyens ambiants et surtout sur la manière où cela a un impact dans le tourisme dans les villes. Alors, dans ces forums de la logistique, nous avons une première séance qui fait référence à la logistique et une deuxième séance qui va parler des ports. Des ports et l'impact des ports et les sondes-franches. Alors, je pense que ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. Et comme j'ai dit, par exemple, il y a des chambres de commerce, comme Malaga, au sud de l'Espagne, qui sont les présidents de la commission des tourismes, qui posent aussi d'autres questions d'intérêt pour les secteurs. Alors, tel que l'ASCAM, par exemple, nous participons dans quelques projets européens de l'Union européenne, Interreg, et concrètement un projet qui s'appelle Blue Growth. Blue Growth, en anglais. Ces projets touchent des questions d'énergie renouvelable, touchent des questions de l'industrie bleue, en ce qui fait référence aux yachting, c'est-à-dire les bateaux sportifs, et touchent aussi des questions d'échange d'informations, de création des données et comment faire participer les petites et moyennes entreprises qui couramment sont isolées, très petites, n'ont pas encore la possibilité de faire les bons transnationales, avec des agences d'investissement,
avec des universités qui ont les connaissances, mais quelquefois ces connaissances restent là, dans l'université, et comment le faire étendre, comment partager ces connaissances. Ça, c'est important parce que vous mettez en contact des petites et moyennes entreprises. Moi, je pense que les professionnels, il y en a plusieurs qui ont une petite et moyenne entreprise. Voilà. Donc, cette petite et moyenne entreprise, qui est très petite, n'a pas encore la taille pour faire les bons internationaux, mais qui aimerait bien, mais ne peut pas, et qui a besoin de connaissances et de s'actualiser constamment, parce que les marchés poussent très vite, mais que c'est difficile, parce que vous avez de l'argent, vous avez nécessité des professionnels, c'est-à-dire l'économie ne permet pas aujourd'hui d'avoir beaucoup de gens dans l'entreprise, mais comment vous pouvez tirer avantage de toute cette connaissance. Donc, l'effet que la SCAM est dans ce type de projet nous permet plus tard partager les leçons et ce qu'on a dit, les bonnes pratiques. Voilà. Et ça, c'est important pour les petites et moyennes entreprises. Nasri, on n'a peut-être pas insisté, mais le co-bâti, le district dont vous vous occupez, c'est Paris-Beyrouth. C'est ça? Je ne fais pas d'erreur? Dont je fais partie. Oui, dont vous faites partie. Qu'apporte le fait de travailler comme ça en réseau dans le contexte méditerranéen? Déjà, Méditerranée et réseau, c'est à peu près la même chose. Hein. Je crois que c'était 23 pays. La Méditerranée, obligatoirement, crée des réseaux. Hein. Donc, peut-être géographiquement, c'est deux rives, la rive nord, la rive sud. Mais ce qui est sûr, c'est que obligatoirement, toutes les façades de tous ces pays donnent sur un bassin commun et ça oblige à garder ce réseau-là. Maintenant, ça, c'est de la géographie. Pratiquement, je peux parler beaucoup du Liban, mais aussi des autres pays qui ont toute leur façade vers cette mer-là. L'obligation de travailler en réseau, elle est très intéressante. Elle est très intéressante sûrement si on prend le côté positif, et je crois qu'il y en a énormément. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, il y a un petit peu tout ce qu'on peut évoquer comme sujet, des fois des sujets qui fâchent ou pas, de migration ou autre. Mais le réseau, techniquement, professionnellement, un vecteur comme le co-bâti ou les chambres de commerce ou autres ne peut être que... Euromed aussi? Euromed aussi. Donc, par exemple, on peut en dire un mot. Justement, tous ces pays-là font partie d'Euromed. Co-bâti Liban a participé beaucoup à plusieurs actions d'Euromed au niveau des étudiants, au niveau de collaborations professionnelles ou de programmes qui ont fait participer des pays comme le Liban, l'Égypte, la Syrie avant 2011, avec Euromed en tant que tel, et aussi sur des programmes européens très très intéressants. Donc la notion de réseau n'est pas étrangère, au contraire, elle est assez avant-gardiste depuis les premiers commerces. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai qu'une plateforme, si je peux l'appeler comme ça, comme co-bâti, que ce soit un co-bâti Med ou co-bâti en général, l'association, ce n'est que bénéfique et profitable. Moi, j'ai l'expérience parce que bon, ça fait une petite vingtaine d'années, que ce soit au niveau des gens, au niveau humain, au niveau des personnes, des relations humaines, mais aussi au niveau institutionnel, associatif, mais technique et professionnel aussi, parce que ça apporte beaucoup. Nous, ce qu'on essaye de faire au niveau du pays, c'est que le co-bâti essaye de faire du bruit, si je peux juste comme ça génériquement parler de ça. Donc le co-bâti essayant de faire du bruit, on essaye aussi d'utiliser ces réseaux-là, qui est le co-bâti en général, nos connaissances, les personnes, les co-bâtistes, les associations, les districts, le fédéral, à tous les niveaux, pour qu'on puisse justement amener ce qu'on peut amener et tirer le maximum des choses pour pouvoir faire la connaissance des gens, créer des relations, des réseaux, des projets, un observatoire de la reconstruction qui est très très bénéfique pour le pays, la règle de l'urbanisme, comme je vous disais, et plusieurs publications ou autres, la règle accessibilité des handicapés, de la mobilité réduite au Liban, complètement sortie, tenue et investie par des co-bâtistes. C'est des actions qui prennent du temps. Par exemple, vous prenez cet exemple-là. Est-ce que justement pour construire cette réglementation, etc., on se sert des expériences
qui ont lieu sur d'autres parties de la Méditerranée ou des expertises qui ont été développées? Bien sûr, il y a que ça. Quand on veut, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des règles d'accessibilité, il y a le Cobati qui existe, il y a ce réseau-là, indépendamment de son nom. Il y a de l'expertise dedans, il y a des actions, on en parlait un petit peu à la pause. Et la richesse, c'est de savoir et d'aller puiser un petit peu sur cette expertise française ou autre pour venir l'amener dans le cadre de chambres de commerce, de Cobati, de la chambre de commerce franco-libanaise ou autre, de la Méditerranée. Il y a des expériences dans des pays où on ne va pas réinventer la roue quand on va venir l'appliquer. Et ce sont des experts qui ont et l'aptitude de rédiger, de faire, mais aussi l'expérience du retour de la technique des populations, des gens, des experts, des ingénieurs, de l'ordre des ingénieurs, des institutions, des mairies. Et c'est important. Donc on vient avec une expertise, mais avec une expérience. Ce sont deux choses un petit peu différentes entre la théorie et la pratique. Et je crois qu'avec le Cobati, ce qu'on a essayé de faire au Liban, on essaye vraiment d'utiliser, de maximiser cette utilisation qui nous sert beaucoup, à part les valeurs humaines, les relations humaines, la présence dans des congrès, les bons dîners comme hier soir ou autre. Voilà. Edgardo Campanet, comment est-ce qu'on peut mieux travailler en réseau d'un pays à l'autre, sachant que vous êtes donc à cheval, on l'a dit, sur 4 pays? Est-ce que justement les problématiques, les questionnements ou les échanges trouvent des sujets communs malgré les différences normatives ou réglementaires d'un pays à l'autre? La question est bien posée, c'est-à-dire l'idée de Nassib est l'idée importante, mais d'un point de vue pratique, il y a des problèmes à résoudre, c'est-à-dire c'est pas évident. C'est pas évident, c'est-à-dire en tant que des pays autour du bassin du Mare Nostrum, on a tout de même encore beaucoup de différences avec les normatives qu'on doit chercher à faire face, parce que si on veut travailler dans notre pays comme professionnel, ingénieur, architecte, etc., c'est pas évident. C'est-à-dire, je pense que Cobati pourra faire en sorte de faire des ateliers permanents, des commissions qui suggèrent des échanges ou proposent des ateliers de travail où on peut voir des problèmes de normatifs, voir la sûreté sur les chantiers. C'est une chose très différente entre les pays, seulement entre l'Italie, la Suisse et la France, il y a vraiment des méthodes différentes. Alors justement, vous, dans votre district, vous touchez du doigt ces différences-là, puisque vous êtes à cheval sur ces 3 produits, ces 3 pays, et donc ça permet des échanges. Il y a des difficultés, certes, comme vous le dites, quand on veut aller travailler sur d'autres pays, mais ça permet aussi de voir d'échanger sur les pratiques et les réglementations qui se font sur les différents Absolument. endroits. C'est-à-dire, si on fait, d'un point de vue pratique, sûrement on peut résoudre ça, mais le problème c'est que Cobati peut faire, c'est une association tout de même privée, apolitique, de bonne volonté. On peut seulement suggérer des choses, mais ça c'est à faire. C'est-à-dire, on doit faire en sorte qu'il y a, on doit améliorer la communication avec l'extérieur, c'est-à-dire avec la presse, avec tous les moyens qu'on peut avoir, les réseaux sociaux, etc., de faire en sorte de faire voir que il y a une Europe, disons, autour de la Méditerranée, qui a des soucis politiques, des problèmes migratoires, etc. Mais de l'autre côté, on doit penser à notre futur. Et le futur, c'est dans l'immédiat, c'est pas seulement 2050, c'est demain, c'est notre travail, c'est-à-dire les personnes qui voyagent réellement, qui passent d'un pays à l'autre, qui vivent de leur travail en allant en Suisse, en allant en France, etc. Et alors pour faire ça, qu'est-ce que peut faire le cobatiste? Dans Cobati, il y a aussi différentes régénérations. Il y a les personnes qui ont fait de leurs expériences, qui ont la possibilité de donner leur temps.
il y a les professionnels qui travaillent tous les jours, qui ont moins de temps, mais et qui ont les exigences de la réalité en main. Et puis, il y a les jeunes. Alors, on doit aussi faire attention à ce que cette filière entre les générations fonctionne. Et je pense que la maturité des personnes qui sont en Kobati doivent penser à ça et faire en sorte que ça fonctionne. Il y a la commission, les commissions pour les jeunes, mais on doit penser que si on veut un futur, on doit penser aux jeunes, mais concrètement. Et ça, c'est une chose que je vois en Kobati très intéressant, parce que Kobati est intéressé à développer ça. Et parce que les jeunes, maintenant, on sait qu'on n'est pas comme avant, on ne trouve pas le travail près de chez nous, mais on doit voyager. Et pour faire ça, on doit assister les personnes. Et ça, je pense que c'est une mission aussi de Kobati. Merci Edgardo. Sur la SCAM, cette problématique justement, la volonté de travailler ensemble, de travailler entre les différents pays, mais les difficultés auxquelles on peut être confronté par des réglementations ou des enjeux normatifs différents, est-ce que des associations telles que la SCAM, telles que peut-être le Kobati pour présenter ces différentes normes peuvent aider ? Oui, évidemment, on peut aider, mais il faut être conscient de la nature de l'organisation. C'est-à-dire l'ASCAM est le seul réseau méditerranéen, au nord et du sud, 23 pays, comme j'ai dit, qui est un ensemble qui touche 3 continents. L'Europe, le Maghreb, l'Afrique et l'Asie. Ça, c'est une chose unique, parce qu'il y en a d'associations de chambres de commerce, mais qui ne sont pas dans tout l'ensemble méditerranéen. Évidemment, les chambres de commerce sont des entités institutionnelles. Elles peuvent parler auprès des institutions politiques, auprès d'autres institutions et organisations internationales, poser les problèmes, essayer de faire quelque chose, de pousser un peu, mais il faut dire que les pays sont très fiers de leur politique. Et les ministères du Travail sont très fiers de leur politique. Et la réglementation change selon chaque pays, dans les nord et encore plus dans les sud. On peut essayer toujours de chercher de harmonisation de règles d'échange commercial ou d'harmoniser certaines règles. Mais ça, c'est difficile. On l'a essayé, par exemple, au sein des Nations Unies. Par exemple, personnellement, il y a plusieurs années, j'étais à l'UNCTAD, à Genève. Et là-bas, il se travaille l'harmonisation des règles d'échange entre les différents pays. On a essayé de faire quelque chose comme cela à la Méditerranée. On a travaillé fortement. Il y avait un problème d'échange douanier et de réglementation douanière entre les différents pays, qui change beaucoup. Ça veut dire, par exemple, qu'il est plus facile d'amener marchandises de la Chine en France que de Marseille au nord de l'Algérie. Une fois arrive là-bas, il faut la mettre en dehors du bateau, et alors commence toute la tramitation douanière. Tandis qu'entre l'Asie et la France, c'est plus vite. Parce que les temps que ces marchandises restent dans les ports en Chine, c'est très très vite, et en France, ça marche bien. Mais entre la France et l'Algérie, c'était plus compliqué. Ces types de choses, on les voyait par exemple à l'UNCTAD. Vous êtes des professionnels, architecture, dans d'autres secteurs qui sont très très concis, ingénieurs, architectes. Donc, vous savez que la réglementation pour travailler dans les différents pays change. Quelquefois, il y a beaucoup d'empêches de réglementation nationale. Oui, c'est ce qu'évoquait Edgardo. Oui, je l'ai entendu. Mais aussi, il y a une différente culture du travail. Aussi, il y a des choses qui changent. Même si en Europe, on pourrait dire que la réglementation est la même, après, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a l'école professionnelle, il faut donc avoir les titres d'architecte et en plus être dans ce type d'école pour pouvoir travailler. Il y a des questions de responsabilité civile. D'assurance. D'assurance, et ça change. Mais est-ce qu'il y a une assurance unique pour toute la Méditerranée? Malheureusement, non. Non. Est-ce qu'il y a une manière où un architecte du Nord peut travailler au Sud sans rien changer, aller là-bas tranquillement travailler? Malheureusement, s'il fait un travail civil, non. Mais est-ce qu'il s'agit d'une question où nous sommes conscients? Oui. Est-ce qu'il faut la travailler? Évidemment. Qu'il faut pousser, essayer que les pays et les chambres de commerce partenaires au Sud et aussi au Nord, on puisse poser cette question sur une table de travail avec un ministre ou avec l'Union européenne, on le fait. C'est-à-dire que nous essayons toujours de travailler pour les petites et moyennes entreprises et pour les professionnels. Vous êtes des professionnels, et comme j'ai vu auparavant, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a mené la main, il y a aussi des propriétaires des petites et moyennes entreprises qui se trouvent avec ce type de problème.
Et nous y sommes conscients. Mais voilà, ça, on se trouve devant la réglementation de chaque pays. Chaque pays est très fier de soi-même. Quelquefois, changer de réglementation, c'est difficile, même dans l'Union européenne, et encore plus dans le Sud. Mais on essaie, on est conscient, on les travaille, et nous sommes toujours dans l'esprit de faciliter les choses aux petites et moyennes entreprises et aux professionnels. Nassif Nasr, vous êtes par ailleurs professionnellement, vous travaillez dans une société technique d'inspection qui travaille beaucoup sur le normatif, justement, la normalisation, pardon. Vous dites qu'au point de vue technique, avec la mondialisation, les échanges, c'est pas un problème technique, les échanges aujourd'hui. Oui, je crois que uniquement le problème technique est résolu. Bien sûr, restent les problèmes d'ordre administratif, réglementaire, protection des professions localement, les ordres des ingénieurs, la protection, etc. Donc c'est sûr. Mais techniquement, je crois que le problème est déjà résolu depuis longtemps, puisque dans cette globalisation, la normalisation est venue un petit peu faciliter toute la technique. Une carte de crédit, vous l'émettez d'une banque française, vous l'utilisez dans tous les pays du monde, et vice-versa. Vice-versa. Elle a la même dimension, c'est le même distributeur qui peut la lire, le même terminal de n'importe quel marchand dans une rue piétonne de n'importe quel village. C'est ça la normalisation. Donc on est en train de normaliser. Bon, il y a d'autres sujets qui ne sont pas résolus. Il y a des gens qui conduisent à droite, il y a d'autres personnes qui conduisent à gauche. Ce n'est pas normalisé encore. Mais à mon avis, ça ne va pas changer de sitôt. Ce n'est pas normalisé. C'est de la technique, mais bon, c'est comme ça. La carte de crédit a été résolue. Sur les études techniques, si je peux prendre l'exemple du bâtiment, par exemple, un sujet qui pourrait intéresser un petit peu une grande partie de l'audience. Sur le côté technique, il y a une très grande partie qui est résolue. On peut faire des études de dossiers, des plans dans un pays et les exécuter dans un autre, en tenant compte des matériaux, des aléas techniques, de règles de culture, de l'environnement, de l'accessibilité, du séisme. Si vous êtes dans un pays sismique, le seul détail... Je me rappelle, une fois, on était dans une commission de normalisation où, comme je vous ai dit, on n'invente pas la roue de nouveau, on prend une norme européenne pour l'utiliser dans un pays. Tout allait bien, à part la charge des partitions. Dans ce pays-là, on construit avec des parpaings qui sont lourds, tandis qu'en Europe, maintenant, il n'y a que des partitions légères parce que plus rapides, plus propres, plus industrialisées. Donc ça, ce n'est pas normalisé, mais c'est des cultures de pays qu'on ne peut pas changer. Aux États-Unis, on construit en bois, en acier. Le feu est très important, par exemple. Donc les pompiers, ils sont dans chaque quartier. Dans d'autres pays, on construit en béton, en matériaux inertes. On n'a pas ce souci de feu en priorité, il existe. Mais le matériau est différent, donc c'est des traditions. Quand vous avez le ciment à côté de chez vous, c'est pas comme si vous aviez la forêt où vous pouvez utiliser le bois. Donc je crois que du côté technique, avec l'expérience, moi professionnellement, je travaille dans plusieurs pays. Sur le sujet technique, c'est quasiment résolu, à part quand vous allez conduire à droite dans un pays que vous connaissez pas. Là où c'est plus compliqué. Là où c'est plus compliqué, c'est justement la partie réglementaire et la partie douanière et la partie libre-échange et la partie protection de l'industrie locale et la partie où... bon, ça, c'est compliqué. Mais aussi, il y a la partie, si vous voulez, qui commence à beaucoup arriver des pays asiatiques où on a le niveau de durabilité des matériaux ou bien la performance des équipements, des sujets. Tout se fait maintenant en Chine. Quand vous dites produit chinois, c'est pas du premier coup que vous l'achetez. Il faut voir un petit peu où est-ce qu'on est dans les choix, qu'est-ce qu'on peut acheter. C'est 10 fois moins cher, mais ça peut compliquer la durabilité, la performance du produit sur le bâti ou sur le résultat final qu'on souhaite. Et administrativement, c'est sûrement pas évident aussi, parce que chaque pays a ses réglementations. Il va sûrement protéger un petit peu c'est pas uniquement ce qu'il produit, mais son urbanisme, son environnement, sa méthode de vie. Et ça, c'est pas aussi simple que ça. Mais moi, je crois que techniquement, moi, je travaille sur beaucoup de projets. Je ne sais plus dans quel pays je travaille quand je suis sur ma table avec un dossier. Donc, techniquement, je crois que c'est quasiment résolu quand on veut trouver l'information. Edgardo Campane, pareil, vous avez été à l'ordre des ingénieurs en Italie.
Problématiques techniques, c'est en train de se régler un petit peu partout. On fonctionne de plus en plus sur des mêmes normes, plus des problématiques aujourd'hui dans les échanges de pratiques, d'expériences et surtout, pas tant de pratiques et d'expériences, mais justement de réalisation concrète, d'aller faire ailleurs, problème plus administration et réglementation. Comme je disais avant, ce sont des problèmes, mais ce sont des problèmes qu'on peut résoudre. Alors, je pense qu'une idée, c'est de faire en sorte que des cas particuliers qu'on peut avoir puissent faire partie des organisations responsables, c'est-à-dire les élus, les ordres ou les associations qui sont derrière les ingénieurs, les architectes, les entreprises, et faire en sorte qu'ils comprennent qu'on doit changer un peu l'idée, tout en respectant les identités, parce que de l'autre part, il y a derrière ça, il y a de la culture. C'est des centaines d'années qu'on a dans un pays, on fait ça. On ne peut pas changer ça dans 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a tout de même à sauvegarder des qualités. Et si on construit une façon de construire, on ne peut pas la normaliser comme ça. Je pense aussi à la créativité. Chacun de nous, quand on construit un bâtiment, c'est pas seulement industriel. Il y a aussi... ici, on est dans le pays de Gaudi. J'ai vu hier, c'était fantastique. On doit sauvegarder aussi la créativité, l'identité du pays. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre seulement avec les normes, mais on doit respecter aussi la qualité de vie et la culture. Luis, j'ai oublié votre nom, je suis désolée, Luis Miranda, voilà. Les expériences et les projets qui sont réalisés à l'ASCAM à travers l'ensemble des CSCI, sont-elles, comment le Cobati pourrait les utiliser ou en tout cas les compléter? Bon, d'abord, il faut savoir quelles sont les priorités du Cobati. Il y a beaucoup de professionnels, mais je suis bien sûr que l'organisation doit avoir une liste de compétences de ce que les professionnels de l'organisation ont besoin, souhaitent. Nous, telle qu'association de chambres de commerce, ont beaucoup de spécialités diverses, selon les pays, selon les chambres. Il y a des pays qui ont certaines priorités, d'autres non d'autres. D'abord, il faut savoir donc, s'il y a ces partenariats, quels sont vos besoins, c'est-à-dire quelles sont les nécessités du Cobati. Quand vous voyez la SCAM, qu'est-ce que la SCAM pourrait vous offrir? Et évidemment, comme je dis, nous sommes un réseau qui est comme un ensemble sur 3 continents, qui touchent les nord et les sud, qui, si vous voulez travailler avec des gens, je ne sais pas, de la Tunisie ou l'Algérie ou l'Égypte ou même le Liban comme professionnel, vous pouvez le faire, on prend un avion, on parle avec un architecte, une petite moyenne entreprise d'architectes au Liban. Mais si vous voulez donc des choses qui touchent des affaires institutionnelles, vous voulez comment partager des bonnes pratiques, vous voulez faire partie d'un projet européen, vous souhaitez connaître les bonnes pratiques d'un projet transfrontalier entre différents pays ou même des régions, alors ça change, il faut s'approcher avec où est les connaissances et les institutions qui peuvent vous aider à arriver à ce type de connaissances et surtout des rapports. Moi, je pense que la possibilité d'étendre votre réseau et de faire, par exemple, partie de la SCAM, c'est la potentialité qui vous offre d'arriver à 3 continents, au nord et au sud, de pouvoir attirer avantage des bonnes pratiques, mais aussi des connaissances, des choses qui se font au sud, par exemple, dans le secteur de la logistique, dans le secteur du tourisme, dans le secteur même d'investissement, aussi avec la formation des jeunes qui peut être d'intérêt pour vous. C'est plein de choses qui peuvent être d'intérêt pour les architectes et les ingénieurs. Il faut seulement faire une liste de priorités, savoir comment nous pouvons vous aider, essayer de vous aider et profiter, tirer avantage de ce réseau immense pour vous aider. Mais d'abord, il faut donc se mettre ensemble, travailler, savoir donc quelles sont vos priorités. Quels sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'il manque à un réseau international de Cobati Med pour qu'il devienne encore plus performant entre les 2 rives de la Méditerranée, justement?
Comme ça, on jette des idées de projets, d'idées sur lesquelles on pourrait s'améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Sûrement, vu que dans le district 11, l'Italie est entrée dernière, je pense qu'on a parlé beaucoup des rives nord et sud. Je pense qu'on doit passer à l'est et l'ouest. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a l'Italie maintenant, pourquoi pas penser aussi à la Grèce. Ce sont des réalités encore qui pèsent dans le domaine. Je ne sais pas, Ascam, s'il y a l'Italie ou la Grèce, je ne sais pas. Oui. Et alors, le problème, c'est aussi ça. On doit penser que pour améliorer le réseau, on doit chercher de faire participer tous les pays, dans tous les niveaux, dans le grand et dans le petit. Parce que la normalisation, c'est une belle chose. C'est-à-dire, on prend en charge tous les problèmes, mais d'autre part, on ne doit pas oublier le petit, pas oublier l'artisan, parce qu'il y a des spécificités qu'on doit protéger dans tous les pays, dans tous les domaines, aussi dans la construction. Il y a des solutions qui sont tremandées de père en fils des siècles. Et pourquoi ne pas les valoriser? On doit chercher à défendre ces petites choses. Si on défend les petites choses, c'est-à-dire on défend les intérêts et les habitudes de l'homme qui fait partie de Kobati, c'est-à-dire, et ça, je pense que ça donne aussi une possibilité de maintenir une propre identité. Ça, c'est le problème aujourd'hui aussi. Qu'on est dans une globalisation, mais on est un peu seul. Chercher à penser aussi à ça. Nassib, quelles sont les pistes d'amélioration pour développer ce réseau de Kobati Med et cette interaction? Oui, et vous avez dit qu'est-ce qui manquerait pour continuer et quelles seront les pistes. Moi, je crois que déjà, il faut commencer par ce qu'on a. On a l'essentiel. L'essentiel étant justement la volonté, parce qu'on est à la 6e édition de Kobati Med, qui se tient chaque 2 ans, qui est durable dans le temps. Il y a Kobati, où il y a les 60 ans de Kobati. Il y a l'essentiel. Il y a la volonté, il y a la durabilité dans tout ça. Puis il y a l'essentiel aussi, les Kobatistes, les personnes, parce que je crois que dans tout ceci, il y a ça qui est essentiel. Après, effectivement, il faut organiser, peut-être, je ne sais pas si ça s'appelle administrativement ou institutionnellement, Kobati Med pour participer, Kobati Med ou Kobati autour de la Méditerranée, pour justement faire des actions un peu plus participatives dans les chambres de commerce ou autres, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui existe, même si c'est un petit peu le brouillon de ce qui devrait exister après. Et donc, c'est déjà beaucoup. Je crois que c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup comme je vous disais au début, on a parlé beaucoup de biodiversité. On pourra parler de kobativersité et ça pourra donner quelque chose. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. Je vais vous demander de vous lever. On peut les applaudir. On va passer, prenez vos micros. Je vais demander à nos intervenants de ce matin de bien vouloir aussi nous rejoindre sur le bas de cette scène. Et puis, on va accueillir quelques-unes de vos questions, si vous en avez, que ce soit sur les interventions de ce matin, sur cette évolution démographique et sur ces migrations en Méditerranée.